Les gens en fait font des choses en ligne qu'ils ne feraient jamais dans la vraie vie. Il y a de plus en plus de doxing, de divulgation d'informations privées d'un taré pour X ou Y raison, il va prendre les adresses. Il va se retrouver devant chez la streameuse ou le streamer. Les statistiques du nombre d'enfants qui se suicidaient à cause du cyberharcèlement augmentaient. Il n'y avait aucune réponse valable. Des fois c'était déjà trop tard. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. On commence toujours par une question bateau, mais qui est toujours hyper complexe. C'est comment te présentes-tu ? Parcours compliqué. Quelqu'un qui a fait un bac ES sans grande considération parce que l'économie sociale c'est pas mon fort. Reconversion en ingénieur du son parce que je suis musicien, je suis batteur depuis que j'ai 10 ans. Et gros féru de technologie. Et de jeux vidéo, donc j'ai un petit passif de joueur e-sport du coup aujourd'hui entrepreneur dans la tech. Une tech assez particulière et d'utilité publique. Comment s'appelle cette tech ? Ça s'appelle SafeBear, du coup on va dire notre compagnon d'aide numérique dans un certain sens. Notre bouclier numérique. Toutes les infos qu'on va donner dans le podcast, bien sûr, seront dans la description. Les liens vers la tech et ce superbe logo. J'adore votre logo. Il est trop cool. C'est un ours polaire. Mais genre stylé, quoi. Genre, tu sens qu'il est là pour te protéger, quoi. SafeBear, c'est la première application qui mélange intelligence artificielle, cryptographie et protection des personnes sur les réseaux sociaux. Alors je m'explique quand on dit protection. C'est-à-dire que nous, en fait, on a la première application où tu viens connecter proactivement tes comptes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on couvre Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter X. Et en fait, avec nos algorithmes, sans intervention humaine, plusieurs fois par jour, on va venir analyser ce qui se passe sur ton flux public et aussi dans ta messagerie privée. Et à ce moment-là, si on trouve des comportements qui sont catégorisés comme du cyberharcèlement, ou peuvent être considérés comme du cyberharcèlement, on va venir les cryptographier. Donc ça permet du coup d'avoir une preuve qu'on ne peut plus modifier et qui a vraiment une vraie signature électronique. On vient le stocker dans ton compte sur lequel tu es le seul à avoir accès et c'est tes datas à 100%. Et à ce moment-là, du coup, tu peux directement depuis l'application utiliser ce que nous, on a répertorié, cryptographié, analysé, labellisé, pour aller porter plainte facilement en te rendant en police ou en gendarmerie. Nous, on a un positionnement assez singulier par rapport à ce qui existe aujourd'hui, les associations, etc. En fait, les associations, ça agit après. C'est-à-dire que le mal est déjà fait, et là, du coup, tu as besoin de soutien pour aller mieux. Nous, en fait, on agit avant, c'est-à-dire que tu t'inscris proactivement au service, et donc, du coup, tu as une surveillance dans une certaine manière, mais pour être sûr que ça se passe bien. Pendant, parce que du coup, on te permet d'avoir de la data utilisable, et surtout d'avoir des preuves qui sont véridiques, pour du coup arrêter ça le plus tôt possible. Et aussi d'un côté on va avoir ce rapport de protection aussi entre tiers. C'est-à-dire que par exemple un parent il veut pas par exemple que son enfant aille sur les réseaux parce qu'il sait que il y a quand même du danger sur les réseaux. Ça faut pas le nier, c'est réel pour tout le monde. Il l'inscrit à SafeBear, l'enfant connecte ses réseaux, il a son propre compte avec ses datas, avec ses messages, etc. Le parent peut se mettre comme protecteur de façon gratuite et à ce moment-là lui en fait il va avoir une vue beaucoup plus simplifiée de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va avoir un résumé des contenus problématiques qu'il peut avoir, mais il n'a pas accès au contenu du message. En fait, ce n'est pas intrusif comme un contrôle parental. Et ça permet du coup à ce que le parent soit rassuré en se disant « mon enfant est sur les réseaux, mais il n'y a pas d'interaction néfaste », ou alors qu'il voit des pseudos, il dit à son enfant « bah c'est qui ? Ah c'est mon pote, t'inquiète pas, tout va bien ». Et donc du coup, grâce à ça, on a vraiment une entente proactive. Et nous, en plus, dans un certain sens, on est un peu l'allié des réseaux, parce qu'on sait très bien que les réseaux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais on ne peut pas traiter 1000 personnes comme tu en as 100 millions, c'est impossible. Donc là-dessus, nous, vraiment, on a l'approche de la société indépendante qui n'est reliée à personne et qui fait un peu ce rôle de protection, d'aide, de contrôle des flux pour éviter que les dérives partent trop loin. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Pourquoi vous avez décidé de créer SafeBear ? Pour être honnête, moi, ça fait très longtemps que je suis sur les réseaux. Même genre les premières moutures de Facebook, j'étais dessus. Et en fait, on a vu avec mes associés quand même, ça allait de pire en pire dans le sens où en fait, la liberté globale qu'on prône à outrance n'est pas forcément la bonne chose à faire. On se rend compte que les gens en fait font des choses en ligne qu'ils ne feraient jamais dans la vraie vie. Et là, du coup, on s'est dit, mais attends, il doit exister des choses. Donc, on s'est renseigné sur les technos qu'il y avait à l'époque. Et pour être honnête, il n'y avait rien qui tenait la route. Ou alors, les promesses étaient complètement fausses. Donc, on s'est dit,
Donc déjà, il y a une problématique. Et puis, en fait, on a vu aussi que les statistiques du nombre d'enfants qui se suicidaient à cause du cyberharcèlement augmentaient. Qu'il n'y avait aucune réponse valable. C'est-à-dire qu'on disait, oui, il faut appeler des hotlines ou des choses comme ça pour prendre de l'aide. Mais des fois, c'était déjà trop tard. L'enfant était déjà au bout du rouleau, etc. Et on s'est dit, on est obligé de faire quelque chose, au moins du coup à nos moyens, à notre échelle. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait les capacités aussi de déployer et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour développer une vraie solution qui avait une vraie utilité pour résoudre un vrai souci. Alors on sait très bien, il n'y a pas de solution miracle, etc. Ça va se faire petit à petit. Nous, on avance au fur et à mesure, on reste encore une start-up. Mais on se dit que n'importe qui aujourd'hui qui a un minimum d'envie et qui veut vraiment s'impliquer pour faire changer les choses, on en est capable. Donc, c'est parti vraiment d'un constat édifiant. Ce qui est un peu la double problématique, t'en parlais, donc dans la théorie, les réseaux sur lesquels on est devraient assurer notre sécurité, la sécurité des utilisateurs et utilisatrices. Bon, on a vu que ce n'était pas le cas, et d'autant plus jusqu'à présent dans les langues autres que l'anglais, parce que c'est souvent des réseaux avec des gros systèmes anglophones, il n'y avait pas de problème. Si tu te mettais à parler farsi ou coréen ou je sais pas quoi, s'il n'y avait plus personne. Et tu en parlais, c'était aussi intéressant, la partie, le cadre juridique qui est aussi différent pour chaque pays, et notamment qui évolue notamment en France. Enfin, je pense que tu vas pouvoir nous en parler un peu de comment on fait pour faire un dépôt de plainte, parce que c'est pas juste une capture d'écran et qu'on met sur une clé USB et puis on arrive au commissariat où on essaie de faire un truc en ligne. Comment ça se passe aujourd'hui si quelqu'un a reçu X messages de X personnes considérant que c'est du cyberharcèlement? Quelle est la démarche à suivre du coup? Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a le point de vue intéressant de la capture d'écran. On nous apprenait pendant des années en disant la capture d'écran, c'est génial, etc. Ça n'a pas de valeur. En fait, dans le sens où une capture d'écran, le problème, c'est qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte pour dire aucune modification, ça vient bien de telle personne, ça vient bien de tel réseau, la temporalité est bonne, etc. Et alors qu'en fait, toutes tes signatures numériques, elles partent. Quand tu fais une capture d'écran, c'est toi, ta valeur qui s'est passée sur ton ordi ou sur ton device, ça s'arrête là, mais tu n'as pas ce qu'il y a derrière. Tu n'as pas la metadata, tu n'as rien. Aujourd'hui, normalement, pour aller porter plainte pour cyberharcèlement, donc effectivement, il nous faut des preuves. Alors, si on n'a pas d'autres solutions, faisons quand même des captures d'écran, ça reste toujours des pièces supplémentaires. Mais, c'est-à-dire que si on veut déjà avoir l'espoir qu'elle soit prise en compte, il faut aller voir un huissier, ça va nous coûter un bras, donc il y a déjà beaucoup de familles qui ne peuvent pas le faire, et après du coup après c'est à l'appréciation du juge. Si le juge dit moi les captures d'écran j'en veux pas, tes coups d'huissier, bah voilà, malheureusement ça part à la poubelle. Donc normalement on récupère donc les différentes preuves ou captures, peu importe, tout ce qui peut être utilisé pour expliquer la situation dans laquelle on est. On se rend en police ou en gendarmerie, on explique la situation. Après, tout dépend de l'officier qui est en face de nous, mais il peut nous dire montre-moi par exemple tes comptes réseaux sociaux. Je vais regarder aussi par moi-même quelle est cette personne. Il va commencer à faire aussi une collecte d'informations. Et après, à partir de ce moment-là, il peut soit du coup le faire suivre et commencer une enquête, soit il n'a pas assez du coup d'éléments et à ce moment-là il dit je peux pas donner suite. Ça, c'est un vrai truc. Il y a une statistique quand même qui est assez édifiante, c'est on a eu plusieurs millions de plaintes en 2021 pour 54 condamnations. Donc là, déjà, il y a un problème. Donc là, en fait, on se rend compte que sur papier, déjà, il y a un souci. Mais on nous dit, vous inquiétez pas, il faut faire des captures d'écran. Mais finalement, quand on voit le résultat, ça marche pas. Nous, aujourd'hui, déjà, ce qu'on a fait, c'est que aujourd'hui, on traite le textuel dans un premier temps. Donc les messageries publiques et privées, mais surtout déjà tout ce qui est textuel. On sait qu'il y a un gros défi sur l'analyse d'images et de vidéos pour les sujets de pédopornographie, les sujets de grooming, etc., qui touchent n'importe qui, et même, entre guillemets, le sexting non consenti, etc. Tout ça, c'est quelque chose aussi qu'on développe. On sait que ça fait partie de la techno, mais c'est très, très compliqué aussi. Et on touche encore des problèmes encore plus larges, parce que tu as le cyberharcèlement, mais tu as les cyberviolences après... plus généralement, et là on commence à avoir, on touche à des sphères un peu sensibles, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que les réseaux, comme je le disais, je sais pas si c'est pas je pense une non-volonté de vouloir le faire, mais c'est que entre investir peut-être des centaines de millions pour essayer de faire quelque chose, alors qu'on sait très bien que quand la chose va être faite, les utilisateurs vont comprendre comment le contourner, donc c'est peut-être des centaines de millions mis à la poubelle, alors que quand tu as des sociétés indépendantes qui ne traitent que ce problème-là, ils n'ont pas la gestion déjà des serveurs, des utilisateurs et tout, qui sont déjà des coûts colossaux. Donc c'est pour ça qu'on dit que nous, personnellement, on considère qu'on est l'allié de ces plateformes-là dans un certain sens. Notre objectif, forcément, à long terme, ça serait très cool qu'on puisse travailler avec. Voilà, peut-être. Mais en tout cas,
on sait que malheureusement, la problématique, elle va continuer à grandir. Elle va continuer aussi à évoluer dans différentes dérives. Et c'est là où vraiment on a besoin, toutes les personnes qui veulent lutter contre ce phénomène-là, de donner de la puissance et de la force à des boîtes. Je pense pas qu'on soit non plus, je veux dire, les seuls à aider sur ce sujet-là. Sur le point de vue technologique, nous, ce qu'on fait, oui, on est unique, mais voilà, je veux dire, que ça soit donner de la parole à des assos, donner de la parole à des sociétés, à des influenceurs, à des gens, en fait, qui peuvent faire un peu bouger les choses, c'est toujours bénéfique de toute façon pour faire avancer la lutte contre ce phénomène. Et tu parlais donc de ce frein qu'il peut y avoir aussi dans cette idée de... Moi, je sais que pendant avoir parlé avec pas mal de personnes, ça peut être refroidissant, entre guillemets, de se dire, bon, bah, j'étais sur Twitch, je sais pas quelle plateforme hier à 22h, je me suis fait insulter, il s'est passé ça, je vais dormir dessus et le lendemain, il faut que je prenne le temps d'aller au commissariat, qui a des horaires d'ouverture, peut-être de 10h à 18h, en espérant tomber sur quelqu'un qui va comprendre et qui va pas me dire mais monsieur, madame, regardez, lui ou elle s'est fait poignarder, c'est quand même plus important que vous. Enfin, encore une fois, je pense qu'il y a du mieux ces dernières années, mais forcément, ça doit un peu arriver quand on voit déjà juste des problèmes de femmes des fois qui arrivent avec des dépôts de plainte et qu'on sait que c'est encore problématique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui se connectent ou qui permettent de le faire virtuellement, ou est-ce qu'on est encore obligé de passer par cet aspect humain de devoir se déplacer physiquement? Pour vraiment que ça aboutisse, pour le moment, il faut passer d'un point de vue humain. Dans le sens où, par exemple, les dernières avancées qui ont été faites par la police nationale, etc., en fait, c'est qu'on peut chatter en ligne avec des officiers, mais en fait, souvent, ce qu'on va avoir comme réponse, c'est aller déposer plainte physiquement, parce que vous avez un numéro, du coup, de plainte, et là, vous pouvez le faire suivre, vous pouvez faire jouer les avocats derrière, etc., etc., etc. Pour qu'on fasse avancer, de toute façon, aujourd'hui, c'est comme ça. Le problème du numérique, c'est qu'en fait, il y a quand même ses limites. Et on l'a bien vu avec plein de plateformes qui ont essayé d'émerger pour faire des dépôts de plainte en ligne, etc., etc. Souvent, ça aboutit pas parce que quand tu as 20 officiers qui doivent en traiter 4 millions, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que maintenant, en fait, ils ont resserré ce qui est déposable en ligne pour certaines problématiques qu'on considère très graves et qui peuvent avoir des atteintes globales, soit sur la population, les choses comme ça, etc. Mais tout ce qui est personnel, il faut aller, entre guillemets, physiquement se déplacer. Alors je sais que ça peut pas forcément être quelque chose de très cool. C'est pour ça que nous aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire qu'avec un bouton, on compile tout juste. La personne arrive et dit, écoutez, voilà, j'utilise une application, ça m'a tout répertorié. Alors on est en discussion avec des personnes qui sont à la police nationale ou à la gendarmerie nationale par rapport à ça, parce qu'on n'a pas pu non plus élaborer un formulaire en claquant des doigts. Ça marche pas. Et en fait, de dire, voilà, on appuie sur un bouton, lui reçoit une template de mail avec toutes les informations nécessaires dont il a besoin pour prendre en compte la plainte, et comme ça en fait on réduit aussi le temps, que la personne n'ait pas besoin de tout réexpliquer, le pourquoi, du comment, etc. Et j'imagine le taux d'échec qu'il pourrait y avoir s'il arrive et qu'on lui dit ah ben c'est dommage que vous n'ayez pas ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors que là en fait, nous on a déjà compilé, voilà. Alors que, donc, voilà, nous en fait on essaie vraiment d'un côté de protéger, mais aussi d'améliorer un peu la qualité de vie là-dessus des personnes, parce qu'on sait effectivement c'est pas agréable, t'es assis à un commissariat, il y a plein de choses qui se passent, ou une poste de gendarmerie, il y a plein de choses qui se passent autour, t'es pas bien, etc. Voilà, ça peut donner une anxiété un peu supplémentaire pour certaines personnes et les refroidir d'y aller. L'utilisateur, il peut être à la fois le lambda, comme tu as dit tout à l'heure, l'ado avec ses parents, mais ça peut aussi être les créateurs et les créatrices. Tu peux nous donner un peu d'infos sur les tarifs pour montrer à quel point c'est accessible à tous? Alors oui, effectivement, accessible à tous. Pour vous dire, aujourd'hui, on a des personnalités politiques, des influenceurs, des influenceuses, des enfants, des joueurs de foot professionnels. Enfin, en fait, il y a tout le monde. Alors aujourd'hui, du coup, en fait, on a une offre unique qui est soit un abonnement annuel qui représente du coup 48 €, soit 4 € par mois. Soit on a une offre mensuelle, si personne veut le tester, c'est 10 € mensuel sans abonnement. Il faut savoir aussi que quand on vient souscrire à SafeBear, la première fois qu'on connecte son réseau, on a une rétroactivité de 30 jours. Donc si on est déjà dans une période de harcèlement, ça permet du coup de récolter les datas pour du coup pouvoir accéder. Alors aujourd'hui aussi, on a mis une limitation de messages, dans le sens où on se dit, on fait par mois 3000 messages cryptographiés. Alors pour vous dire, même genre des très grosses personnes les font pas. À part, si on prend certains exemples comme le président de la République, qui lui, oui, ça se compte en centaines de milliers, la plupart des gens, même des influenceurs connus, sur des cas précis, on parle bien de messages problématiques, souvent ça dépasse pas. Après, on est en train forcément d'adapter au fur et à mesure ce qu'on est en train de faire. Vu qu'on voit qu'on a effectivement beaucoup de personnalités qui viennent sur le service, on est en train aussi de créer une offre
un peu plus dédié, avec plus d'informations, plus de support, possiblement aussi des nouvelles features. On est en train de réfléchir possiblement à avoir une inclusion des flux RTMP, donc par exemple pour YouTube et Twitch, pour aussi avoir du coup un bot qui pourrait venir et qui pourrait du coup aussi labelliser les messages, etc. Donc tout ça en fait c'est en cours de réflexion par rapport à ce qu'on voit, mais c'est vrai qu'on est sur le marché que depuis octobre dernier, donc c'est quand même très jeune. Mais on évolue au fur et à mesure. Mais oui, tout le monde pour 4 € par mois peut être protégé sur les plateformes. Et tu parlais de label, tu peux nous réexpliquer ce système-là? Les messages sont labellisés en fonction des problématiques légalement ouais, voilà, en fait, c'est ça. En fait, nous, on s'est appuyé sur la loi française pour donner un certain nombre de catégorisations, menaces, insultes, etc. De façon, en fait, à ce que quand le message, du coup, est processé par intelligence artificielle, alors comme, du coup, les experts de l'IA peut-être le sauront en écoutant ça, mais du coup, il y a ce qu'on appelle l'AI Act, qui a été, en fait, qui te donne l'obligation, si demain, par exemple, il y a un contrôle, pour éviter qu'il y ait, par exemple, des dérives sur ton intelligence, c'est-à-dire, par exemple, tu lui as mis un trop fort taux de détection sur tel sujet, il faut, en fait, que tu donnes un scoring et, du coup, une explication à chaque labellisation que tu fais. Nous, par exemple, on le fait en interne, si demain, il y a un contrôle, ils peuvent venir, il n'y a pas de souci, on a des fichiers très longs, comme le bras. Mais, voilà, en fait, ça permet d'avoir un score, ce qu'on appelle de confiance, en disant de 0 à 1, et à combien tu penses, par exemple, que c'est une insulte raciste. Et pour quelle raison tu vas penser ça. Donc du coup, il va devoir détailler sa façon de penser pour du coup dire, voilà, je pense que c'est une insulte pour ça, et j'en suis sûr à 90%. Ok, très bien. Et donc comme ça permet en fait de jauger. Nous, on a mis quand même les curseurs assez haut. Là, sur les dernières stats qu'on a eues, on a eu 92% de détection bonne, donc 8% de faux positifs. Ça va. On continue à s'améliorer au fur et à mesure, mais ça va. Et l'objectif, forcément, c'est là, on se déploie sur plusieurs langues. Aujourd'hui, on sait qu'on a 20 langues qui sont plutôt stables, mais on essaie d'aller encore plus loin. La plateforme est accessible en France pour le moment, mais on est en train de la développer pour qu'elle soit disponible dans d'autres pays européens dans un premier temps, mais on sait que c'est un vrai challenge parce que le problème de l'IA, c'est que ça fait une énorme courbe, ça va stagner un petit peu, ça va refaire encore une énorme courbe, ça va encore restagner, ça a un peu baissé, ça a remonté, et vu qu'ils se tirent tous la bourre à coups de milliards, des fois ton modèle que toi tu t'es embêté à entraîner pendant 2 ans, 3 ans, en fait en gros il devient obsolète parce qu'il y a un mec qui a sorti un modèle open source réentraîné, toi t'es en mode bon, on va réentraîner, quoi, c'est reparti, donc tu te reprends des coups dans la tête. Mais ouais, en fait, voilà. Les labellisations, après, elles sont différentes dans certains pays. Par exemple, on a vu le cas d'études, parce qu'on a étudié plusieurs pays pour regarder, mais par exemple, la façon dont ça marche en Angleterre par rapport à la France, c'est pas pareil. Okay. Par exemple, en France, donc imaginons tu as un cas de cyberharcèlement dans un collège ou dans un lycée. Du coup, c'est le parent qui va avec l'enfant porter plainte. Et après, du coup, il y a son cheminement. En Angleterre, par exemple, on a appris que c'est l'établissement scolaire qui va porter plainte pour l'élève. C'est-à-dire qu'on doit se plaindre à l'établissement scolaire qui, lui, fait figure d'autorité pour, du coup, après, mener le truc. Donc, en fait, après, il faut s'adapter, nous, à chaque pays dans lequel on va, par rapport à ce sujet-là. Mais on sait que, vu que c'est une problématique mondiale, on n'a pas trop de soucis à se dire que malheureusement, et je ne vais pas dire heureusement, malheureusement, c'est vraiment un marché en demande parce que personne veut mettre les mains dans le cambouis par rapport à ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le cyberharcèlement ? Je te pose la question parce que souvent on dit que le harcèlement sexuel c'est quelque chose à répétition, alors qu'en réalité, le harcèlement sexuel, il suffit d'une fois pour que ça soit considéré comme du harcèlement sexuel. C'est la même chose avec le cyberharcèlement ? Alors, en fait, il faut le scinder en 2 parties. Tu as le cyberharcèlement qui a vocation à te nuire physiquement, donc genre la menace, ça c'est une fois. Okay. Et après, tu as le cyberharcèlement à répercussion plutôt, on va dire, un peu psychologique, et là, du coup, c'est 3 fois par la même personne sur une période de 3 mois. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je me prends, t'es un connard 3 fois par un mec, c'est du cyberharcèlement, parce que du coup, je suis sa cible, il m'a envoyé 3 fois, et possiblement, ça peut induire des comportements de meute, d'autres personnes qui viennent, etc. À rappeler aussi, le harcèlement de meute, même si une personne, une fois, c'est le premier à te dire t'es un con, et derrière, tu prends 40 000 messages, c'est le premier qui prend. C'est lui qui est, entre guillemets, initiateur de la meute, qu'il le veuille ou non. Donc le cyberharcèlement, vraiment, faut vraiment bien le scinder. Ça t'impacte physiquement une fois, une menace, etc. C'est direct. Sinon, c'est 3 fois.
Ok. Et tu parlais le fait qu'il y ait comportement de meute, j'imagine que ça amplifie les peines encourues aussi dans ces cas-là, ou c'est considéré comme... Alors en fait, tout dépend, pour être honnête, ça dépend vraiment de l'appréciation du juge. Alors aujourd'hui, faut pas oublier que la loi est très sévère, voire trop sévère, dans le sens où, par exemple, un mineur qui se retrouve, est-ce que vraiment un juge va lui dire je vais te mettre 3 ans d'emprisonnement et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende? Là, du coup, il y a quand même en considération le fait qu'il ne pourra pas passer ses diplômes, etc. etc. Nous, on sait qu'on lutte activement en interne de la société envers du coup l'État pour en fait faire en sorte que le cyberharcèlement devienne du pénal et que ça puisse être appliqué très rapidement, un peu comme le cannabis. Ouais. T'es pris, tu prends par exemple, t'as cyberharcelé, c'est prouvé, prends 1000 balles. Là déjà ça fait mal. T'as recommencé, prends 5000 balles. T'as repris, tu prends 1000. Là, on va dire que souvent, c'est beaucoup plus répréhensible et c'est beaucoup plus... Enfin, tu l'intériorises beaucoup plus rapidement que tu te dis, attends, je me fais choper, je me prends moins 500 balles, je me refais choper une fois, je me prends moins 1000 balles, et après, etc. Et je veux dire, les mesures où on dit on va te couper tes comptes réseaux sociaux, qui va aller vérifier que j'ai un VPN chez moi et que je me connecte avec mon même compte. Oui, on l'a vu avec Adopi, ça a très bien marché. Bah, le truc, c'est que les stats d'Adopi sont quand même assez drôles, c'est que sur le pourcentage global de gens qui ont reçu les mails, le taux de chute de téléchargement, il est colossal. Ouais. Parce que du coup, c'est de la répression. On te dit, on sait que c'est toi, tu vas prendre une amende. Donc là, du coup, les gens, ils prennent peur. Après, les amendes, etc., c'est vrai qu'il n'y en a pas eu réellement énormément, mais ça a fait mal quand même, et ça c'est resté dans l'inconscient collectif. Voilà. Mais aujourd'hui, pour nous, en fait, de toute façon, la seule manière d'éduquer, on va dire, un peu méchamment, ça, c'est répression au portefeuille. Ouais. Tu tapes dans l'épargne. Alors là, je peux te dire que les gens, souvent, ils s'arrêtent très très rapidement. Tu disais tout à l'heure que vous avez commencé au mois d'octobre. On est sur le marché depuis octobre. Ouais. Est-ce que depuis, vous avez déjà eu des cas que peut-être vous avez suivis et ou accompagnés de personnes qui vous ont dit, bon, bah voilà, grâce à vous, j'ai pu faire ce dépôt de plainte, c'est en train d'être lancé. Est-ce que vous avez... Alors, actuellement, on a 3 dépôts de plainte voilà, qui sont en cours, dont un qui est suivi par un avocat. On sait que la justice peut prendre du temps. Possiblement, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est en cours. Donc l'avantage, c'est qu'on se dit déjà, ça a bien été reçu. Donc c'est-à-dire que le process, etc., même les avocats en question nous ont dit, bah oui, c'est recevable, ce que vous nous avez donné, il n'y a aucun problème. Donc là-dessus, maintenant, nous, on suit, on attend, entre guillemets, des updates, etc. Et puis on verra comment ça va se goupiller. Mais oui, il y a vraiment des personnes, effectivement, qui ont déjà porté plainte. Ouais. On peut se dire, entre le fait qu'il y ait des VPN omniprésents, notamment dans leur publicité sur les réseaux sociaux, de se dire, est-ce que finalement, ça sert à quelque chose de faire ça? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions? Bah, tu disais... Ce serait peut-être plus simple si on savait que la personne risque juste, entre guillemets, une amende de 500 plutôt que de se dire, alors, il y en a 1% qui vont aller au procès, plus ça va prendre 2-3 ans. Ouais, alors, pour revenir sur ton sujet des VPN, qu'on soit clair, net et précis, peu importe où tu es dans le monde, les traces que prennent les réseaux sur ton ordinateur, t'es pas invisible. Un VPN, c'est très bien pour aller regarder Netflix aux US. Pour cacher ton identité, je rigole doucement. Dans le sens où il faut arrêter d'avoir en fait, les gens pensent que l'anonymat, parce qu'ils ont pris FreeVPN sur Google Chrome et que c'est bon, ils sont aux Pays-Bas. Non, il y a un masquage. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, toutes les traces que vous avez sur vos mails, les cookies de publicité, etc., les gens, ils savent où vous êtes tout le temps. Et si demain, il y a une enquête qui tombe sur vous, vous inquiétez pas, ils arrivent à retrouver des mecs qui sont des vrais top niveau hackers, etc. C'est pas vous avec votre pauvre routeur où il y a quelque chose qui va changer. Le petit VPN commercial où en 2 clics, ils reçoivent une demande de la DGSE quelqu'un, ils leur envoient tout et plus. Ben oui, c'est ça. Et il n'y a pas une obligation légale de la part des plateformes de fournir des informations? Alors, s'il y a une enquête, oui. C'est comme pour un opérateur téléphonique. Ça, si demain, par exemple, quelqu'un s'amuse à faire effectivement du catfishing, etc., toute la journée, bah oui, à un moment, la personne, si elle dit bon, bah bonjour, voilà, j'ai le numéro de contrat, c'est qui? Bah, ils savent quitter, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. Donc, voilà, il faut arrêter de penser qu'on est invisible. Tout ce qu'on fait sur Internet, de toute façon, ça ne s'efface pas. Ça aussi, il faut bien qu'ils en soient conscients. Et c'est pas parce qu'il y a un mec qui a créé un compte aujourd'hui, qui a insulté 15 personnes, et du coup, il va plus jamais retourner sur son compte. T'inquiète pas que déjà toutes les traces qui sont dessus, je me fais pas trop de soucis. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand tu nous as présenté la première fois l'application, c'est que ça prend aussi en compte tes propres messages, les messages que tu as envoyés. Je trouve ça génial. En fait, on a essayé déjà de voir le produit plus loin que juste un outil de protection, mais en fait, on va aussi en faire un outil de certification dans le temps. On sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes surtout, ils considèrent plus les influenceurs comme leurs parents que leurs parents eux-mêmes. Et donc, ils sont
très influencé par exemple, lui il va dire ceci, il va faire cela, le nombre de petits jeunes que je vois se faire scammer sur des projets crypto, des jeux, etc. C'est colossal, mais parce qu'ils écoutent leur influenceur et c'est la sainte parole. Et on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui ont des comportements très problématiques, mais qui sont extrêmement mis en avant. Et nous, on s'est dit dans le long terme, ce qu'on aimerait, c'est que déjà, un parent soit au courant que son enfant, s'il est harcelé, mais aussi s'il est harceleur, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, un harceleur est un ancien harcelé. Donc éviter la problématique de « Ah bah c'est mon enfant qui harcèle, je vais vite le calmer ». Et aussi, du coup, quand on va commencer à travailler avec certaines personnalités, leur dire bah, « Nous aussi, en fait, on a vos échanges, il n'y a aucun souci, entre guillemets, vous n'avez jamais eu de comportement répréhensible, etc. » Alors, je note quand même la chose, mais imaginons c'est un couple qui parle entre eux, ils ont envie de se dire, enfin ils se disent ce qu'ils veulent, de toute façon, il ne faut pas oublier que la data, elle est 100% visible. Pour l'utilisateur, pour nous, elle n'est pas, parce que de toute façon, nous, en fait, elle est cryptographiée, c'est-à-dire qu'on a un hash extrêmement long, donc on ne peut pas identifier la personne, à part si elle marque son nom, son prénom et son adresse. Bon, là, effectivement, si tu tombes sur le message dans la base de données où il y a ça, j'ai envie de te dire, pas de chance, mais bon, c'est quand même rare, souvent les gens ne font pas ça. Ne faites pas ça, d'ailleurs. Non, ne mettez pas des informations personnelles comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, pour nous, c'est très important que les gens soient conscients que c'est pas parce qu'ils sont harcelés qu'il faut eux-mêmes, entre guillemets, prendre la position du harceleur. Parce qu'on a très bien le point de vue psychologique de « je suis le mouton dans la meute de loups, je vais me transformer en loup pour, entre guillemets, choper un autre mouton ». Mais en fait, c'est débile, parce que finalement, autant tous être des moutons et être gentils entre nous, que tous devenir des loups et que t'aies toujours, entre guillemets, un ou deux qui sont au milieu et qui se font casser la gueule en permanence. Enfin, ça me fait penser à un... La petite digression me fait rire, mais un des derniers épisodes de Black Mirror qu'ils avaient sorti, où en fait c'est une nana qui s'est fait full harceler et qui du coup à un moment trouve comment avoir le pouvoir ultime et du coup elle devient mais encore pire que tout ce qui existe et elle les fait suicider un par un. C'est vraiment la... Je l'ai regardé hier soir. Tu vois, genre, tu vois la turbo-vengeance et là tu te dis, tu vois, c'est exactement ça, c'est ne pas répercuter ce que toi t'as subi. Parce que déjà d'une ça sert à rien et de deux ça va pas te faire grandir. Ouais, de ouf. Est-ce qu'il y a des mécaniques de cyberharcèlement ou des trucs qu'on voit se mettre en place et qui nous permet d'identifier un cyberharcèlement qui va arriver et de commencer à se protéger. Par exemple, je pense à ça parce qu'il y a plein de gens, dont moi, je veux dire, bah, attends, moi jamais je vais me faire cyberharceler, c'est bon, en fait, ça me sert à rien, CFBR. Mais donc tu as parlé de rétroactivité tout à l'heure, ce qui est déjà énorme. Mais tu vois, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent mettre la puce à l'oreille de faudrait quand même que je fasse attention parce que ça va me tomber dessus, quoi. Bah déjà, de toute façon, si tu commences à être impacté psychologiquement, il faut déjà se poser des questions. C'est-à-dire que si tu commences à ressasser en disant putain, il y a quelqu'un qui m'a insulté, je me sens, tu vois, genre ça me fout un peu le cafard et tout. Déjà, si tu sais que ça t'atteint mentalement, ça va, en fait, ça peut te transformer. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier que la personne et les gens qui font du cyberharcèlement, ou même entre guillemets qui vont faire du dénigrement, etc. en outrance, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies une réaction. S'ils voient qu'au fur et à mesure de leur truc, au fur et à mesure de leurs impacts dans ton chat, sur tes commentaires, ils voient en fait que tu commences à perdre le moral, etc. Ils ont gagné. Pour eux, ils vont continuer, c'est bon. Ils ont réussi leur coup. Et eux, ils s'en foutent entre guillemets ce qui se passe derrière. Eux, juste, ils ont entre guillemets, t'ont fait chier sur un truc dans ta vie et ils vont continuer à le pousser. Après, je vais plus prendre le point de vue, par exemple, pour un enfant. Les parents, il faut vraiment en fait, qu'ils regardent est-ce que l'enfant il s'isole de plus en plus Est-ce qu'il voit autant ses copains Est-ce qu'il évite, tu vois, les questions de comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école ou les trucs comme ça. En fait, c'est plein de petits trucs où, en fait, si tu sens que la boucle habituelle de la personne, comment tu la connais, elle commence à changer, faut commencer à se poser des questions pour se dire est-ce que vraiment ça va Parce que là, t'as, tu vois, ce petit truc. Après, pour les personnes un peu plus connues, j'ai envie de te dire, t'auras toujours des personnes qui t'aiment pas. Ça, c'est humain. De toute façon, il y a une phrase qui me fait toujours rire, mais c'est dès qu'il y a sociabilisation, il y a harcèlement. C'est humain. C'est-à-dire que tu vas toujours envier quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un, il y a un propos qui va pas te plaire, etc. Et donc, soit tu fais la meilleure des choses à faire, t'ignores. Tu dis, bah, sa vie elle est peut-être bien, mais bon, la mienne elle est très bien aussi. Ou, ah bah tiens, il s'est acheté tel truc, je voudrais bien, bah, peut-être un jour. Ou alors tu rentres dans l'autre phase où là du coup tu n'ignores pas et tu deviens toi-même entre guillemets un hater de cette personne, mais tu vas te monter le chou en disant ah putain mais pourquoi lui, pourquoi pas moi, etc. Et là du coup bah tu rentres dans un circuit pour devenir harceleur d'une certaine manière. Donc je pense que c'est un peu tout à chacun, mais en tout cas dès que tu sens que personnellement tu commences à te sentir moins bien que d'habitude et que tu as moins envie de faire de choses, faut vraiment se poser des questions. C'est pas votre vocation aujourd'hui, mais est-ce que vous avez vocation
à faire du suivi psychologique aussi, à apporter du soutien psychologique en plus dans votre app? Alors, nous, en fait, on se dit, on agit avant et pendant. L'après, en fait, aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs, associatifs, psychologues, etc., que pourquoi on viendrait en fait empiéter sur leur terrain? Nous, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, on peut peut-être après faire de la mise en relation, avoir des partenariats, des trucs comme ça, pour effectivement guider les personnes vers des outils aussi bien gratuits ou payants, et comme ça, ils choisissent. Ça, c'est pas un problème. Mais nous, déjà, on a déjà une mission qui est tellement compliquée à faire. Vraiment, enfin, je veux dire, moi, là, je sais pas, je crois que mon premier week-end de repos, ça a été le pont il y a 2 semaines. Ça faisait 7 mois que je sortais pas de mon cycle 7-7, quoi. On a tellement de travail, on a tellement de considérations techniques tous les jours à débugger, etc., que je suis pas sûr qu'on ait en plus le temps de faire ça, pour être honnête. Mais avoir des partenariats, avec grand plaisir, mettre en avant des gens qui font vraiment que ça, et c'est leur métier, ils savent bien le faire, aucun problème. Et je pense que c'est très bien de s'entraider sur ce genre de sujet, parce qu'une boîte ne peut pas tout faire. C'est impossible. Est-ce que c'est possible de se faire harceler sans en avoir réellement conscience? Bien sûr. Enfin, on sait très bien que le cerveau humain, quand il a envie de se mettre une barrière de protection, il le fait. Après, il y a aussi des gens, ils sont insensibles. Pour eux, c'est de la full ignorance, ils s'en fichent de la vie des autres, ce qui est très bien, hein, pour être honnête, et ils avancent et ça leur fait rien. Mais il y a des gens qui vont intérioriser très longtemps, et un jour, quand ça explose, là, en fait, on arrive sur des drames. Des enfants qui vont mettre fin à leur jour, des enfants qui vont plus bouffer, s'isoler, etc. Et donc, oui, je pense que il y a certaines personnes qui ont une sorte de bouclier mental pour se mettre une énorme carapace, dire tous les jours t'inquiète, tout va bien, etc. Et quand ils sont tout seuls, ils craquent. Donc faut quand même faire attention aussi par rapport à ça. Si vous voyez des personnes, là je parle plutôt aux jeunes, mais si vous voyez des personnes se faire harceler, etc., je pense que c'est vraiment important de au moins s'assurer que la personne elle va bien. Comme je te dis, voilà. Chacun l'interprète d'une certaine de ses manières, mais après je pense que de toute façon personne ne mérite à se faire harceler, peu importe pour ce qui se passe, et surtout un harcelé ne doit surtout pas devenir harceleur, mais malheureusement les stats ne me donnent pas raison, quoi. Et il y a un truc que tu viens de dire, je sais pas si on l'a précisé, donc tu disais tout à l'heure que les parents pouvaient voir si leur enfant était harcelé et harceleur ou harceleur. Là, tu disais, si vous voyez quelqu'un qui est harcelé, agissez. On pourrait imaginer que un enfant ne veuille pas que ses parents puissent voir ses messages, mais donc la première info, c'est que les parents ne voient pas les messages. Ils ne voient pas le contenant du message. Voilà, ils voient si c'est un message problématique ou non, ils sont signalés. Voient la plateforme, le nom de l'utilisateur qui envoie le message, la temporalité, la labellisation. Mais donc ils ne voient pas le contenu. Non. Et on pourrait imaginer nommer un copain, un talent manager si on est influenceur. Ce qui est déjà le cas. Aujourd'hui, nous on a une équipe professionnelle de handball. Qui du coup est à Rodez, qui eux du coup ont pris pour les juniors, et du coup c'est le coach qui du coup est le protecteur de tous les enfants. On peut avoir autant de protecteurs qu'on veut, si on a envie de mettre son père, sa mère, sa grand-mère, son grand frère, ses 3 copains, ça coûtera pas plus cher. Ça coûte 0 de toute façon, on peut ajouter autant de protecteurs qu'on veut. Là-dessus, oui, nous en fait on a voulu avoir cette approche de la personne que tu considères de confiance peut être entre guillemets celui aussi qui va peut-être donner l'alerte. Et ça, c'est important pour nous. Parce qu'effectivement, souvent, peut-être, s'il y a un grand frère, il va préférer en parler à son grand frère plutôt qu'à ses parents. Et c'est le grand frère qui va faire le pont entre les deux. Donc oui, là-dessus, c'est super important. Je peux, moi, faire la demande d'être ton protecteur? Oui. On peut? Bien sûr. En fait, de toute façon, tu peux faire dans les deux sens. Un protégé, du coup, un enfant, ou même un influenceur, peu importe, peut demander à ce que tu sois protecteur en mettant ton adresse mail. Mais un protecteur qui vient de créer son compte et qui n'est pas protégé par cyber peut demander, par exemple, à son enfant d'être du coup son protecteur. En fait, le funnel peut se faire des deux côtés. Donc là-dessus, au moins, comme ça, par exemple, si tu as l'impression que quelqu'un, un de tes potes, est en train de se faire harceler, que tu sais pas très bien comment agir, bah, tu peux par exemple agir en prenant SafeBear, toi aussi, demander à être le protecteur. Tu peux. Et avoir un compte protecteur, c'est gratuit. En fait, tant que tu ne protèges pas tes plateformes, c'est gratuit. Quand tu protèges tes plateformes, et après aussi tu peux être protégé et protecteur en même temps. Si tu protèges tes plateformes et tu es aussi protecteur pour quelqu'un d'autre, tu peux. Mais voilà, en fait, nous, c'est dès que tu mets tes plateformes, à ce moment-là, tu es dans l'abonnement. Tant que tu mets pas tes plateformes, tu peux être protecteur gratuitement. Et comment ça se manifeste concrètement? Par exemple, tu parles donc Instagram, c'est ça, les DM par exemple sur Instagram.
est-ce que ça fait aussi office, non seulement on va dire il y a des messages problématiques, mais par exemple moi c'est mon compte Instagram, je suis influenceur, j'ai reçu des DM, est-ce qu'il y a une espèce de pré-filtre qui me permet Alors, d'éviter possiblement? Est-ce qu'on va me prévenir, attention par exemple, je n'ai pas l'interface en tête, j'avoue, est-ce qu'on va me prévenir en disant attention, là ce message de telle personne il est... alors non, parce qu'en fait, nous, on ne veut avoir aucune altération sur le compte de l'utilisateur. Ça, pour nous, c'est très important, parce que du coup, en fait, on perdrait un peu ce côté cryptographie, non-altération, etc. Non, par contre, normalement, il y a quand même déjà des pré-filtres. Par exemple, si tu prends Instagram, tu as les contenus, enfin les demandes de messages et les demandes de messages bloqués, qu'on analyse aussi, mais qui sont déjà pré-filtrés. Et après, du coup, tu as les messages des personnes que tu as déjà acceptées. Mais on ne peut pas, nous, aujourd'hui, avoir une action de modération, parce que du coup, on sortirait de notre cadre de certification. Voilà, donc non, mais si un jour on a un accord, peut-être que la plateforme dirait, peut-être pour les comptes, je sais pas, moins de 15 ans, en plus du coup de labelliser, de nous remonter automatiquement les messages problématiques, mettez un warning en mode, bon, ce message peut être problématique, etc. Peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on fait actuellement. Est-ce que ça t'arrive de conseiller à une victime de ne pas porter plainte? Alors, non. Dans le sens où nous, de toute façon, notre démarche, c'est que la plainte soit enfin reconnue et que surtout, on ait des peines pour les personnes qui font subir ça aux gens. Donc, non, moi, à chaque fois, je dis, tu es victime, va porter plainte. Ok, ça va peut-être te prendre 1 heure dans ta journée, fais-le. Tu n'as rien à y perdre, tu n'as qu'à y gagner. Donc non, parce que pour moi, de toute façon, il faut aussi dédramatiser la chose. On a toujours dit, et on a toujours mis la victime en disant « t'en fais trop, ça va, c'est du numérique, etc. etc. » Et en fait, en dédramatisant la chose en permanence, on a rendu le discours des victimes quasi inaudible. En fait, les gens, maintenant, il faut attendre qu'il y ait un drame, un suicide, pour qu'on commence à les réécouter. Donc non, t'es victime, va porter plainte. Et la personne en face, elle va te menacer, elle va te dire oui, mais si tu vas porter plainte, il y aura des conséquences et tout. Très bien, laisse-la parler. Ça, c'est encore d'autres preuves. Je veux dire, c'est que voilà, il faut arrêter de ne plus prendre au sérieux les gens. Quand t'es victime, t'es victime. Et tu faisais l'analogie tout à l'heure avec, par exemple, les femmes qui vont de temps en temps au poste de police ou en gendarmerie. C'était le même problème. Donc, il faut continuer à agir proactivement pour qu'on arrête de dédramatiser la chose. Et est-ce qu'on espère alors qu'il va y avoir de plus en plus d'affaires aussi un peu plus médiatisées, peut-être comme il y a eu cette année avec Ultia, qu'il y a eu un procès qui a été plus médiatisé que d'habitude, parce que c'était peut-être aussi une exception, c'était peut-être une des plaintes qui a réussi à aboutir et qui a fait un peu plus de bruit, mais est-ce qu'on va enfin arriver à ce qu'il y ait soit un changement et que ce soit effectivement, comme tu disais tout à l'heure, pénalisé, ou est-ce qu'il y a un peu plus de procès comme ça et que ça calme un petit peu aussi les harceleurs, harceleuses du coup? Pour être honnête, je pense que c'est surtout le nombre. En fait, c'est pas forcément la médiatisation, mais si par exemple on passe demain de 54 condamnations à 200, de 200 à 400, etc., etc., là ça va commencer à calmer. C'est pas la médiatisation, pour être honnête. Regarde, est-ce que la médiatisation, ça a arrêté, entre guillemets, les messages haineux contre Ultia sur les réseaux? Bah non. Donc en fait, il est là le problème. C'est-à-dire que ça a peut-être réduit, mais ça n'a pas arrêté. Les gens se sont dit, bon, il y a 3 Gugus qui se sont fait condamner. Ils ont été plus cons que moi je suis plus malin qu'eux. De toute façon, voilà, j'ai mon VPN, c'est bon, je risque rien. Et donc en fait, du coup, c'est ça. Le problème, c'est pas entre guillemets le fait. C'est très bien que ce soit médiatisé, c'est très bien que ça soit entre guillemets mis en avant et qu'on dise, voilà, il y a des plaintes qui tombent. Mais au bout de combien de temps? Avec combien de. Je crois que c'est des centaines de milliers de screens. Et tu dis 3 personnes. Il n'y avait pas 3 personnes dans les centaines de milliers, tu vois, je veux dire, il y en a beaucoup plus. Donc du coup, je pense qu'il faut surtout qu'il y ait soit plus de condamnations, soit on pénalise. Et là, si on pénalise, je peux te dire que si c'est la police ou la gendarmerie qui demain peut te mettre une amende, comme quand tu es garé sur une mauvaise place, ça va aller beaucoup plus vite et ça va faire beaucoup plus mal. C'est clair. Pour avoir échangé avec un gendarme en charge notamment de ces sujets de cybersécurité, qui racontait qu'effectivement, sur certaines affaires qu'il a pu lui traiter, clairement le côté les petits malins qui se croyaient un peu à l'abri de tout, quand il y a la police qui vient toquer très tôt le matin ou dans la nuit et qui fait bonjour et qui a saisi, ne serait-ce que saisi le temps de l'enquête de tout ce qui est connecté à Internet. Donc quand on prend la télé, si le frigo était connecté, quand on prend tous les téléphones de toute la famille, y compris des parents, des proches, etc., qu'en termes d'impact, déjà, ça... Ah mais ça calme, ça refroidit vite. Voilà, très concrètement. Avant-hier, je sais plus, il y a quelques jours, Squeezie a annoncé le GP3. Oui. Dans la foulée, les quelques profils féminins ont déjà commencé à subir du cyberharcèlement. Comment on peut protéger les créateurs et les créatrices de contenu
que ce soit à travers leur communauté, à travers leurs agences? Est-ce que Squeezie, par exemple, aurait dû prendre contact avec vous et mettre des choses en place avant? Tu vois, On aurait adoré, pour être honnête, parce que de toute façon, dans un certain sens, j'ai envie de te dire, oui, il faut prendre des actions, et de toute façon, en fait, il faut même faire une sorte de rapport de risque. Je peux pas dire des noms, mais par exemple, pour des très gros événements, on avait fait un rapport de risque avec du coup une analyse sur une semaine sur, par exemple, ce qui se passait sur les plus gros influenceuses qui étaient dessus, etc., etc. Et quand en fait tu fais l'analyse de ce rapport de risque, tu vois donc qui est le plus à risque, qui reçoit le plus de commentaires en public, etc. Tu peux faire aussi une analyse publique, hein, comme nous ce qu'on fait avec le rapport mensuel sur les personnalités politiques. Et en fait, ça te permet déjà de se dire, ok, cette personne, elle a par exemple, je vais te dire des bêtises, mais on va prendre une des influenceuses du GP, peu importe, elle a reçu 50 000 commentaires négatifs en 24 heures. Ok. Elle a combien de communautés? Bon, déjà, tu as un pourcentage, à peu près, tu te dis, bon, ça représente tant de pourcents. Après, tu prends les communautés en global. En fait, tu peux toujours, de toute façon, faire des calculs statistiques qui vont te donner un peu un risque. Nous, ce qu'on adorerait dans le temps, encore une fois, je pense qu'on est trop jeune et que du coup, les gens ne savent pas encore réellement qui on est, ce qu'on propose, etc. Mais effectivement, demain, tu as un événement, un GP3, voilà, qui arrive. Nous, on vient déjà couvrir le compte GP3 et le compte d'un point de vue public, c'est-à-dire que des gens récupèrent tout ce qui se passe, et si effectivement il y a des problématiques, on peut faire des rapports détaillés, etc., les fournir aux organisateurs, et là du coup ils peuvent du coup porter plainte, etc., contre des personnes qui vont trop loin. Et à côté de ça, pour les influenceuses par exemple qui peuvent être à risque ou les influenceurs à risque, et à ce moment-là du coup on peut leur mettre un monitoring sur un mois, avec voilà des gens dédiés, etc., pour que aussi eux de l'autre côté, au bout du mois, ils ont le dossier compilé, il y a un problème, ils vont porter plainte, et souvent quand tu as l'influence, etc., etc. Souvent, tu es encadré de bons avocats. Souvent, ça va assez vite. Donc, oui, clairement, nous, on adorerait pouvoir couvrir tous ces gros événements. Mais encore une fois, c'est aussi encore un microcosme. C'est les mêmes partenaires, etc. Il faut les connaître, il faut tout ça, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine que je fais. Mais petit à petit, Cyber fait son nid. Voilà. Mais ce qui est dommage, parce que c'est même un frein, quoi. C'est-à-dire qu'on va en arriver au stade où s'il y a, il n'y aura peut-être pas de futur GP, mais je veux dire, un événement où on pourrait inviter un créateur, une créatrice qui pourrait se dire, bah moi j'aimerais y aller pour le fun, parce que ça m'amuse d'aller conduire une voiture et ça va être un bon moment avec les potes. Mais il y aura forcément cette charge mentale de se dire, putain, si j'accepte et que je le fais, potentiellement, il faut que je me prépare à 6 mois de... Et si tu as un outil qui existe déjà et qui te couvre, tu te dis, bon, à la rigueur, j'y vais. Mais bon, au bout d'un mois, s'il y a un problème, bon, allez, ça sera pris en charge. De toute façon, j'aurai mon dossier de plainte. J'y vais, terminer, c'est plié, tu vois. Et ça, tu vois, c'est vraiment important parce que, tu vois, c'est un peu l'analogie que fait souvent mon directeur stratégique, c'est la première fois qu'on a eu Internet, et les gens, ils sont arrivés sur Internet, ils sont tous pris des virus à blinde. Le nombre de PC qui a cramé, etc. C'était colossal. Après, il y a les premières boîtes d'antivirus qui sont arrivées. Ils se sont dit, regardez, je vous propose un truc. Nous, notre travail, c'est on détecte ce qui va pas. Aujourd'hui, c'est mandatory un antivirus. Peu importe ce que tu prends, Mac, Windows, etc., même Linux, tu as toujours un antivirus préinstallé dessus. Pourquoi demain, tu vois, Cyber pourrait pas, entre guillemets, être nativement dans la tête des gens en se disant, je suis sur les réseaux, attends, je vais prendre ça, comme ça, je suis quand même tranquille, quoi. Ouais, même l'étape d'après, c'est des partenariats avec bien sûr les marques de téléphone, les réseaux sociaux, les machins, pour être préinstallés et qu'il n'y ait plus de. Et tu vois, en fait, que ça soit une option, tu as envie de te dire, attends, bon, j'ai pas envie de l'installer, je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'activer, je fais ce que je veux. Mais je l'ai au cas où, quoi. Donc ça va. Est-ce que parfois tu as envie de tout couper? Est-ce que tu as envie de fuir les réseaux sociaux? Alors, oui et non. Oui, parce que moi, demain, ouvertement, tu me donnes même une console rétro, tu me fous en plein milieu de la nature avec 3 vaches, je suis heureux, tu vois. Moi, je suis très bien et j'ai pas forcément besoin de communiquer avec le monde entier. Après, non, parce que au fil des années, en fait, j'ai un peu un rôle, surtout sur Discord, avec pas mal de communautés, pas mal de gens. Je suis à l'écoute de beaucoup de personnes et que si demain je coupais tout, certaines personnes qui n'iraient pas forcément au top du top. Alors c'est vrai qu'on va dire, t'étais pas là pour tout le monde, oui c'est vrai, mais je pense que en fonction de ce qu'on fait sur Internet et sur les différentes plateformes, c'est un peu compliqué aujourd'hui de tout couper du jour au lendemain. Mais si clairement je pouvais avoir tous mes potes à proximité, etc., moi je veux dire, tu me donnes un 3310 avec juste des SMS, ça me suffit largement. Je pense que je pourrais largement survivre sans les réseaux. Et du coup, t'as de l'espoir? En fait, le problème, en fait, ce qui me dérange le plus profondément, c'est que les gens utilisent le cyberharcèlement comme un vecteur commercial. Et ça, moi, ça me rend fou. Parce que quand tu vois des parents qui perdent leurs enfants face à ça, quand tu vois genre des gens qui sont au bout du rouleau, qui veulent plus rien faire, qui abandonnent tout, etc.
à cause du harcèlement, du cyberharcèlement global, tu peux pas avoir ça comme vecteur commercial. Enfin, je veux dire, ça serait dégueulasse. Tu vois, genre, nous, tu vois, pour te dire l'objectif, on voulait qu'on arrive à un abonnement à 2 euros par mois. Bon, on n'y arrive pas encore. Peut-être qu'on y arrivera plus tard, parce que la rentabilité à échelle, forcément, plus tu vas acheter, etc. Mais on se dit, bon, 4 euros, bon, ça va. On est encore raisonnable en termes de prix. Mais quand tu as des boîtes qui te vendent des abonnements à 200 balles, 300 balles, 400 balles, en disant, non, mais nous, on va protéger, on va faire de la modération sur ton compte. Enfin, c'est bien de mettre la merde sous le tapis, hein. À un moment, ça déborde. Hein. Enfin, je veux dire, faut arrêter de penser, et ça, tu vois, c'est un truc, c'est typiquement ce que j'appelle de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de proposer des services des fois à des gens en te disant, bon, nous, t'inquiète pas, on va venir supprimer tout ce qui est néfaste sur ton compte, mais tu dis, la personne, elle l'a déjà vu. Elle, possiblement, ça la suit même, par exemple, sur des lives, sur des trucs comme ça, etc. Donc, il y a toujours, en fait, une pression et tout, il n'y a rien qui est fait derrière, c'est en mode, vas-y, on met sous le tapis, il faut pas penser, etc. Non, à un moment, tu es victime de quelque chose, tu fais en sorte qu'il y ait justice. C'est comme ça, c'est la loi, et la loi, faut la faire appliquer. Mais je sais que je me fais pas des amis en disant ça, tu vois, parce que quand tu comprends un peu comment marche le maillage global et comment les gens utilisent le cyberharcèlement comme vecteur, ça me rend fou. Et il y a plein d'influenceurs véreux et d'influenceuses qui ont même déjà, ça c'est très connu dans la sphère de l'influence, surtout sur TikTok, des fois monter des affaires de toutes pièces en disant j'ai été victime. Et finalement, au bout d'un an, on fait mais attends, il y a une enquête sur la personne, elle a jamais été victime, son père c'est pas un tel, sa mère c'est pas un tel, enfin, c'est quoi ça? Et après, du coup, donc tu dis, il y a des victimes qui vont se dire ah, elle a vécu la même chose que moi, du coup j'ai un attachement psychologique, sentimental, donc je vais plus l'écouter et tout. Donc tu joues sur le vecteur sentimental, émotionnel des gens, pour qu'à la fin tu te rends compte que tu t'es fait berner, que possiblement t'as fait acheter des trucs, etc., etc. Et là, tu te dis mais attends, mais c'est quoi ce monde de zinzin dans lequel on vit? Genre, t'as l'impression qu'être victime c'est tendance. Il y a quoi de tendance à quelqu'un qui souffre? Il n'y a rien de tendance. Et donc là, tu vois, pour moi, il y a un vrai problème. Déjà, c'est ça, c'est faux. Il y a une victime, elle est reconnue comme victime, on la considère, on l'accompagne, et on fait en sorte que ça soit vrai. Mais les gens qui s'inventent victimes, ça existe. Et surtout, pour du marketing et du commercial, mais c'est acheté à la poubelle. C'est des gens qui devraient être condamnés. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire ça. Pour moi, c'est criminel. À quoi ça ressemble aujourd'hui? J'imagine que vous avez déjà vu un changement par rapport à... avant, entre guillemets, c'était peut-être toi... à la base, humainement, qui avait peut-être créé 5 comptes pour aller insulter 5 fois la personne. Maintenant, il y a eu les fermes à clics à l'étranger où tu payais éventuellement, si tu étais très motivé, 100 personnes qui allaient le faire. Maintenant, tu peux peut-être programmer tes propres bots IA. Alors, il est censé avoir une réaction des plateformes, mais est-ce que vous avez déjà vu un changement de personnes qui utilisent ces outils pour taper encore plus fort, mais de manière un peu... En fait, le problème, pour moi, c'est pas vraiment le changement de cas d'utilisation. C'est toujours la même chose. C'est des gens qui, souvent, ils sont derrière leur écran, ils insultent, ils sont contents. Mais en fait, en gros, c'est... moi, perso, j'ai l'impression qu'il y a une recrudescence de cyber-malveillance, dans le sens où il y a de plus en plus de doxing. Il y a de plus en plus de divulgation d'informations privées, de photos privées, etc. Et moi, perso, ça m'inquiète, tu vois, ce genre de choses. Parce que là, en fait, on rentre encore dans une autre forme de cyberviolence. C'est dans le sens où la personne va dire « Moi, juste donner les infos que j'ai trouvées sur Internet. Et tu vois, il se dédouane, sauf qu'en fait, t'as un taré, pour X ou Y raison, il va prendre les adresses. Il va se retrouver devant chez la streameuse ou le streamer. Après, ça comment et ça peut avoir des dérives dingues. Il peut aussi avoir le swatting, etc., qui a déjà fait des morts aux États-Unis. Donc, en fait... il y a toujours effectivement le vecteur de l'insulte, des gens qui dénigrent très très fortement et tout, mais ce côté cyber-malveillance là, moi personnellement il m'inquiète. Ça devrait être la guerre sur laquelle ils se battent le plus, c'est tout ce qui est deepfake, parce que là ça va être une problématique majeure. J'espère qu'ils le font déjà en coulisses et qu'ils en parlent pas forcément beaucoup. J'espère, mais c'est vrai que même la ribambelle de forums maintenant qui pop sur le clear web du coup, où en fait tu vois deepfake de toutes les influenceuses que tu peux voir dans le monde, et les mecs tu dis mais attends, c'est pas possible quoi. Il y a des gens qui payent pour ça quoi. C'est pas possible. Et là tu vois, ça c'est le mauvais pendant la technologie. T'as toujours un bon côté, un mauvais côté. Bon côté, t'as des gens qui font SafeBear, de l'autre côté t'as des gens qui s'amusent toute la journée à faire des deepfakes quoi. Voilà, il y a deux salles d'ambiance. Absolument. Tu nous as dit que SafeBear c'était avant et pendant le cyberharcèlement. Ouais. Est-ce que tu as des ressources, des conseils, des choses à dire pour le après aux créateurs et aux créatrices qui nous écoutent, parce que c'est plutôt ça notre audience que les ados, comment se
se sentir mieux psychologiquement, être soutenu et tout ça. Encadrez-vous avec des outils qui vous aident. Moi, je dis, voilà, nous, on a une solution. Moi, je suis le DG cofondateur de la boîte, donc voilà, mais SafeBear, on est là aussi pour répondre aux questions, etc. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas, c'est un panel de choses à faire. Nous, comme on disait, avant et pendant, l'après, les psychologues, les assos, etc. font très bien le taf. Et je pense même que l'après, ça peut être aussi un peu encadré aussi par les agences en fait, qui gèrent aussi les influenceurs, si on prend vraiment ce cas-là. Parce que quant à l'avant et le pendant, souvent même, si les agences sont en plus, si on prenait le cas protecteur ou protectrice des personnes, du coup, ils vont discuter avec SafeBear, ils vont voir comment mettre en place le dossier, ils vont tout faire, etc. Ils vont agir ensemble. Donc déjà, ils vont prendre en part le après de leur côté, c'est pas vous qui allez le subir. Et à côté de ça, en plus, derrière, ils vont pouvoir mettre en place peut-être des groupes de parole, des conférences sur le sujet, etc. Et vous vous sentirez déjà clairement beaucoup moins seul et mieux encadré. Moi, en tout cas, c'est ce que je conseille. Et puis voilà, et puis s'il y a le moindre question, enfin moi en tout cas, j'anime les comptes réseaux sociaux aussi, donc c'est moi qui répondrai. Ou à côté, on peut aussi me retrouver sur votre Discord. Oui, donc voilà. Premièrement, SafeBear, le lien pour télécharger l'app sera dans la description. On mettra aussi des ressources, des assos qu'on peut appeler en soutien derrière, que vous recommandez. Et en effet, Jérémy fait partie de notre Discord que vous pouvez rejoindre aussi en description, et il pourra répondre à vos questions et aider aussi à gérer un peu tout ça. Bon, mon pseudo au cas où, c'est Molcuisse. Molcuisse. Voilà. Mais bon, en fait, si vous le tapez sur YouTube, vous verrez toujours, vous verrez ma tête. Je suis une guide internet depuis un bon petit bout de temps, donc vous verrez. Il est référencé. Ouais. On va passer aux petites questions rafales. Allez. Qui est ton créateur ou ta créatrice de contenu préféré? C'est dur. Ouais, le truc en fait, c'est que sur tout ce que je regarde, il y a beaucoup de chaînes. Et souvent, en fait, moi, je fais ça par catégorisation. Ouais. Par exemple, pour la DA, ça va être quelqu'un, pour le contenu, ça va être quelqu'un d'autre et tout. Après, moi, je suis un très, très gros consommateur d'un trio, on va dire ça comme ça. Il y a Sandoz, le Radi Radier et Digital Intelligence. Ça, vraiment, je regarde énormément parce que c'est dans les secteurs que j'aime. Donc, ouais, vraiment, tout ce qui est IT Tech, etc., je regarde beaucoup. Est-ce que tu as une chaîne ou un compte pas trop connu, un peu coup de cœur, à nous faire découvrir? Ouais, c'est le compte de deux potes qui s'appellent Exitium Film, qui font principalement du contenu sur tout ce qui est cinéma, jeux vidéo, œuvres plutôt dystopiques. Et du coup, ils font un très bon travail. Ils ont énormément grossi. Moi, quand j'ai connu la chaîne Peanuts, aujourd'hui, ils ont plus de 100 000 personnes. Ils ont été invités au festival, là, truc de YouTube. On avait parlé ensemble. Le Frames ouais, Festival. c'est ça, ils y étaient. Et du coup, je suis très content pour eux parce que vraiment, c'est des turbo passionnés. Donc, c'est vraiment cool. Donc, si vous voulez du contenu là-dessus, allez-y, les yeux fermés. Et est-ce que tu as une créatrice à nous faire découvrir? Parce qu'on pousse toujours un peu aussi la parité. En créatrice, ouais, il y en a une que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. En fait, conseillée par le Radier Radier, que je regarde beaucoup. Elle s'appelle Cléa, si je dis pas de bêtises, je crois. Et elle fait aussi des vidéos plutôt enquête sur, par exemple, les dérives qu'il peut y avoir sur YouTube de certaines personnes. Et là, elle a sorti un très gros dossier sur une sorte un peu de relique de YouTube, un gars qui a fait des millions de vues et qui était très très problématique à l'époque. Et donc voilà, donc c'est de toute façon toutes ces chaînes d'enquête, moi je consomme, ça me plaît, je fonce droit dans le mur, quoi. Est-ce que en tant que spectateur, tu as une plateforme préférée ou sur quelle plateforme tu passes le plus de temps? Je pense que ça va être... Ouais, non, maintenant c'est YouTube. Avant c'était Twitch pendant très longtemps. Mais en fait, le contenu me convient plus. En fait, trop d'événements sur Twitch, alors que moi, Twitch, je regarde que pour du jeu vidéo. Et donc maintenant, en fait, en gros, moi, les événements, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Donc je regarde vraiment maintenant du YouTube, vraiment juste ce que j'ai envie de consommer sur le moment, quoi. Ouais. Quel réalisateur ou réalisatrice tu aimerais qu'il ou elle réalise un TikTok? Franchement, je vais donner une réponse qui n'a aucun sens, mais je pense James Wan. Il fait que les films d'horreur et ça serait très drôle. J'ai vu que je kiffe genre ce qu'il a fait, tu vois, et que genre je trouve que c'est un des meilleurs dans le monde de l'horreur actuel. Ou alors, là vraiment, là c'est vraiment pour le côté kitsch, Wes Craven, quoi. Mais pas mal. Bah écoute, merci Jérémy de nous avoir parlé de ce sujet qui est extrêmement important. Merci d'avoir créé cette app qui est assez folle, qu'on vous recommande à tous. Et encore une fois, c'est accessible vraiment à tous. Donc allez-y. Toutes les infos en description. Et en attendant, crée, publie et recommence.